toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. Oui, mais voilà, dans les familles, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Les événements honteux ou traumatisants qu'on préfère passer sous silence, mais qui réussissent à se faufiler dans l'inconscient collectif de la famille. Résultat, nous souffrons de souffrances passées non traitées par nos ancêtres. Les morts sont des invisibles, mais ils ne sont pas des absents. Plutôt des fantômes qui hantent nos arbres généalogiques et que la psychogénéalogie peut aider à remettre à leur place. L'expérience valant mieux qu'un long discours, ce soir vous allez découvrir l'itinéraire de 4 personnes qui ont fait appel à cette jeune science pour résoudre leurs conflits existentiels. Nos mémoires secrètes, voyage en psychogénéalogie, tout de suite dans Infrarouge. Freud disait que l'être humain, c'est comme un iceberg. Quand on voit la pointe de l'iceberg, on n'a pas la moindre idée de où il va aller. Parce que c'est ce qu'il y a sous l'eau qui conduit l'iceberg quelque part. Et ce qu'il y a sous l'eau, c'est notre inconscient et c'est notre histoire de famille. La souffrance psychique, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas la quantifier, c'est pas visible. Et l'expérience que j'en ai, c'est qu'on est très seul avec ça. Ça peut venir d'un secret familial. On ne doit pas porter le poids de nos ancêtres toute notre vie. Au moins, il faut se libérer de ça. Donc Nous souffrons de souffrances non traitées passées depuis des générations. C'est des valises qu'on porte, c'est un sac qui nous écrase. Et ça m'a donné l'idée de créer une science pour essayer de comprendre l'histoire de la famille, que j'ai appelée la psychogénéalogie, c'est-à-dire le mélange de la psychologie et de la généalogie. La psychogénéalogie m'a donné cette identité propre. Une identité juive, certes, mais une identité en fait, parce que je pense que j'étais rien. J'étais dans l'ombre de tout le monde, je n'étais rien, je n'existais pas vraiment. Comment repérer l'origine de ces souffrances dont nous héritons? Et comment parvenir à s'en défaire? Ils sont 4 témoins, Antoine, Marie-Pierre, Nathalie et Monique, à avoir entrepris ce travail. Ils ont accepté de nous ouvrir les valises de leurs histoires familiales. Étudiant en cinéma, Antoine se destine à la réalisation. Il se passionne pour ce métier, mais des souffrances intimes l'empêchent d'avancer. Entre 11 et 13 ans, il a subi des abus physiques de la part d'un proche. Pendant plus de 10 ans, il a porté ce secret comme une honte inavouable, avant d'oser enfin en parler à sa mère. Yes! Comment t'as fait pour arriver à avoir la force, tu sais, à trouver la force de dire non, la force de dire ça suffit, la force en fait. Mais je crois qu'il y a le rugby qui m'a bien aidé pendant toute la période du collège. Le rugby... Quand t'as commencé à jouer... Ouais, quand j'ai commencé, ça n'a pas été tout de suite, mais il y a eu un déclic à un moment et c'était de se confronter à l'autre.
et de plus avoir peur en fait le fait de faire du cinéma où ça me posait une problématique parce qu'à chaque fois que j'écrivais, en fait, ça tournait autour du sujet de l'abus. Et après, la troisième chose, c'était par rapport à ton travail que tu as fait sur la généalogie, où en fait, il y a pas mal d'ancêtres, tu m'avais parlé, qui ont été victimes d'abus. Et donc, moi, je me suis retrouvé un peu dans ça, et c'était quelque chose que je voulais pas reproduire après. Et donc, ça m'a aidé à en parler, en fait, sortir le secret. Donc là, tu as toute la lignée du côté de papy. Antoine a envie de poursuivre cette quête généalogique entreprise par sa mère. Première étape, renouer avec son grand-père maternel dont il s'était éloigné. Une première branche pour remonter dans son arbre. Salut papy. Antoine, voilà. Ça va? Quelle nouveauté de te voir là, dis donc. Ouais, ça fait longtemps. On ne va pas souvent. Bah ouais. On ne va pas assez souvent. Tu peux me parler un petit peu de ta famille, de tes Oui, frères? et voilà, tu as toute ta famille est là, tu vois. Ouais. Mes parents, mon père, ma mère et mes 3 frères. Et puis moi, je suis encore là. Ton père, il a un visage qui montre une certaine autorité. Ah, il avait de l'autorité, oui, Ouais. oui, on n'allait pas lui gratter sous le menton, quand même. Quoique, il n'était pas méchant pour ça. Hein. Il était droit puis courageux. Ouais. Courageux, il ne se plaignait pas beaucoup. Avec mon camion, j'allais dans les villages. Ouais. C'est là que j'ai commencé à faire du cinéma. D'accord. Là, je l'ai au poignet, là, prêt à toute éventualité. Ouais. C'était des bobines de combien de temps? Oh, ça durait 3 minutes. Ah ouais. Pas plus. Oh oui, on va tout casser 3 minutes. Mais c'était vite fait. Hein. Ouais, il fallait sélectionner ce que tu... Ah oui, oui, oui. C'était- Oui. Il fallait surtout pas en oublier quand tu avais la kermesse. Hein. Ouais. Autrement, tu n'aurais pas été bien vu. Hein. Tu avais des préférences, c'était pas bien. Ah ouais. La Tour de France, en couleur. Ah ouais, là. Maintenant, c'est un match de vétérans sur le terrain du Marais. Tu vois? Il y a les joueurs qui sont là, même le vicaire de la paroisse qui joue en soutane. Il est tout triche parce que tu arrêtes le ballon avec ta soutane. Ah ouais. Il doit être un petit peu gêné aussi. Ah non, mais regarde-le, il n'était pas gêné, il courait bien, il courait bien. Auprès de son grand-père, Antoine a trouvé un peu de sérénité. Sa visite ne lui a rien appris de décisif, hormis la possible origine de son goût pour le cinéma. Mais il existe d'autres formes d'héritage familial qui peuvent se révéler beaucoup plus dangereuses. Une de mes collègues suédoises m'avait demandé de voir à Paris une dame suédoise qui ne voulait pas mourir découpée comme un saucisson par tranche. Et donc j'ai accepté de me déplacer chez elle. Et elle m'a reçue, on venait de lui couper le pied, la jambe, la cuisse. Et donc elle voulait comprendre ce qui se passait. Et j'étais donc chez elle, installée dans son très bel appartement et son salon, et je vois au mur un très beau portrait de femme. Et je dis « Oh, la jolie femme !» Elle répond « C'est ma mère ». Je dis « Elle va bien ?» Elle répond « Elle est morte ». Je dis « À quel âge ?» Elle dit « 34 ans ». Je la regarde « Et vous, vous avez quel âge ?» Elle me dit « 34 ans ». Et là, j'ai fait « Oh ». Elle a fait « Oh ». Et il s'est passé quelque chose. Et à partir de là, j'ai eu l'intuition qu'il y avait une répétition de quelque chose. Et que quelque part, elle s'était attrapée, entre guillemets, un cancer, par identification à sa mère.
Professeure de langue, Marie-Pierre a souffert pendant des années de dépressions successives qui rythmaient sa vie comme un anniversaire. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. À la limite même de me tuer, quoi. C'était... Alors que j'avais eu quand même des tentatives de suicide à 17 ans et à 27 ans. Alors à 17 ans pour des raisons familiales, je me sentais dans une atmosphère totalement irrespirable qui ne me convenait pas du tout. Une envie permanente de fuir. Bon, à 27 ans, chagrin d'amour qui vient réactiver beaucoup de souffrance. 37 ans, là, c'était davantage une solitude. Là, par contre, c'est pas tentative de suicide, c'est plutôt des idées suicidaires. Et là, ce 47e anniversaire qui s'annonce et où vraiment je plonge. Alors, ce que j'éprouve à chaque fois, alors qui est plus ou moins permanent, mais qui devient aigu dans ces moments-là, c'est un profond sentiment d'abandon. C'est une très grande souffrance et le sentiment d'abandon. Pourquoi ce sentiment ? Marie-Pierre pense qu'elle peut trouver dans son histoire familiale un début de réponse. Elle se lance alors dans une véritable enquête sur sa propre généalogie. Du côté maternel, la seule chose que je peux mettre en lien avec ce sentiment d'abandon, c'est le fait que je sais très précisément que mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, est un enfant de l'assistance publique. C'est-à-dire que lui va être abandonné par sa mère, mais elle-même était déjà enfant de l'assistance publique. On peut considérer aussi que donc, mon arrière-arrière-grand-mère est elle-même quelque part abandonnée, en tout cas ça figure sur les papiers, sur les documents, on dit que cette femme est seule, abandonnée du père de son enfant, orpheline de mère, et elle ne sait absolument pas ce qu'il est advenu de son père. Donc là aussi, il y a une forme d'abandon. Donc une répétition, un scénario de l'abandon sur 4 générations, et puis moi en bout de chaîne avec mon sentiment d'abandon. Quand une branche de l'arbre familial se met à bouger, il arrive fréquemment que d'autres bougent aussi. Et les langues parfois se délient. Une personne donc, qui est très proche de moi, qui est ma famille d'origine, qui est très intéressée par mon travail et puis qui le suit de près, va donc me révéler le secret familial, à savoir que mon père a été amoureux fou d'une femme avant son mariage, dont je suis issue, c'est le mariage dont je suis issue, et un enfant est né de cet amour et il n'a pas reconnu cet enfant. Et alors là, c'est vrai que le sol s'effondre. Parce que c'est vrai que là, ça vient me toucher au plus près. Donc je me suis baladée dans les générations où j'ai vu ces traditions d'abandon. Bon, c'était douloureux, mais c'était quand même éloigné. Et là, ça vient me toucher au plus près. Donc ça donne sens à ma démarche à ce moment-là. Je comprends pourquoi j'ai voulu rentrer dans cette démarche de psychogénéalogie à partir du diagnostic du médecin parlant de tendance familiale dépressive. Et ce mot familial qui avait tilté chez moi prend tout son sens à ce moment-là. Grâce à la psychogénéalogie, Marie-Pierre a trouvé le courage d'explorer les recoins les plus sombres de son histoire familiale, comme ces grottes où elle n'avait jamais osé pénétrer auparavant. Fondamentalement, je crois que j'ai le goût des autres, pour reprendre le titre d'un film que j'aime bien. J'ai le goût des autres, j'ai le goût de la vie, et puis il y a surtout une légèreté qui s'est mise en place, qui est en moi, parce que
Le souvenir que j'ai de cette souffrance, c'est justement un énorme poids. Et là, j'ai l'impression que le poids est redistribué, si vous voulez. Bon, tout ne va pas forcément très très bien. Hein. Je ne suis pas non plus à planer 24 heures sur 24 sur un petit nuage rose. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a cette souffrance qui ne trouvait pas de mots pour s'exprimer, qui était vraiment un mal-être existentiel, fondamental. Il n'y a plus du tout ça. Ça me donne un enracinement, une stabilité. Sans blague, mais tu caches bien ton chat, toi. Ah, t'avais ton petit secret, là. Tout ne se dit pas, tout ne se dit pas. Il y a des histoires familiales dont on avait honte à l'époque et qui sont toujours les mêmes. Le vol, le viol, le meurtre, le cambriolage, la prison, l'hôpital psychiatrique, la perte d'argent, le fait d'avoir choisi un camp qui est du mauvais côté du Manche, d'avoir été considéré comme traître. Parmi les hontes familiales, d'être un enfant naturel, d'être une fille-mère, d'être l'enfant de la fille-mère. Il y a des gens qui ont commis des horreurs dont on descend et on a honte d'événements. Il y a un élément de honte et il y a aussi un élément de douleur. Et donc, c'est pas qu'on a honte, c'est que c'est indicible. Il n'y a pas de fatalité. Mais si on laisse les tâches inachevées continuer à nous travailler, à nous tarauder, on va être poussé à les répéter. Mais ça, on peut choisir de ne comprendre à rien, ou on peut choisir d'essayer de travailler sur soi. Antoine a déjà suivi une psychothérapie, mais sans y trouver de réel apaisement. Il décide alors de contacter une psychogénéalogiste. De façon habituelle, c'est intéressant et c'est souvent recommandé d'avoir un lieu thérapeutique en même temps. D'accord. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous accompagne un peu dans cette recherche. Trop de souffrances répétées, trop de scénarios identiques. Antoine espère trouver des réponses dans un passé peut-être plus lointain. Est-ce qu'il faut que j'apporte des choses précises pendant le rendez-vous? Non, vous venez avec votre mémoire. D'accord. Hein, le premier travail, on le travaille toujours d'après votre mémoire. Ok. Alors, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour qu'on se mette sur le tapis, là? Ah oui. Sinon, je ramène une table d'à côté. Non, mais ça va aller, pas de problème. D'accord. La psychogénéalogie s'appuie sur le génosociogramme. Le patient dessine lui-même son arbre généalogique en essayant de remonter sur plusieurs générations. Vous mettez un trait horizontal. D'un côté, vous mettez votre mère, de l'autre côté, votre père. Donc, votre mère dans un rond. D'accord. Puisque c'est une femme. Et votre père dans un carré, puisque c'est un homme. C'est pas une pratique magique, c'est une activité de recherche. On va faire un lent et délicat travail d'enquête pour que la personne elle-même trouve quels sont ses nœuds familiaux. Alors, si on regarde un petit peu comment vous avez commencé à installer votre famille dans les générations précédentes, moi, une des choses qui m'apparaît, c'est que la famille de votre mère, en fait, prend beaucoup de place au-dessus de votre père. Bah, ça fait 5 ans que j'ai plus du tout de contact avec toute la famille du côté de mon père, parce qu'on a été sur... on a eu un gros conflit à un moment, enfin, au début de mes études.
En désaccord avec l'orientation professionnelle choisie par Antoine, son père refuse d'assurer ses frais de scolarité. Démuni, Antoine se résigne à une action en justice. Il gagne le procès contre son père, mais perd tout contact avec lui. Le génosociogramme, c'est cet outil-là qui va nous permettre de replacer émotionnellement, très concrètement, à travers ce qui est dessiné, une personne dans le contexte des événements qui ont frappé, touché tel ou tel ancêtre. Donc, il s'appelait... Antoine s'intéresse particulièrement à un arrière-arrière-grand-oncle du côté de sa mère, Pierre-Marie. Pierre-Marie Brochard, religieux chez les Dominicains. 1853. 53. Ben, je me suis retrouvé en fait dans Pierre-Marie, même sa façon de penser, ses passions pour tout ce qui était... Enfin, il a... Prenez une couleur qui désigne ce lien-là. Oui. Alors, inscrivez sur quoi vous avez ce lien? Sur l'Amazonie. L'Amazonie. Antoine se souvient qu'enfant, il était passionné par l'Amazonie, par les Indiens de la jungle. À cette époque, bien sûr, il ignorait l'existence de cet ancêtre aventurier. Sur les conseils de la thérapeute, il part sur ses traces et se rend à la bibliothèque du Saulchoir, où sont conservées toutes les archives des Dominicains. Il y découvre un incroyable récit écrit par son ancêtre. Professeur de théologie, Pierre-Marie était parti en mission pour évangéliser les Indiens d'Amazonie au XIXe siècle. Donc c'est la seule édition? Voilà, l'édition du voyage. Il avait écrit ce livre pour raconter son incroyable périple de 650 km à pied, à cheval ou en pirogue, à travers la cordillère des Andes et la jungle amazonienne. Un authentique roman d'aventure. Ce livre est anonyme. Et les publications du père Brochard, dans l'année dominicaine, ne sont signées que de Pedro. Il a fait disparaître son nom de famille, pour ne pas être repéré. Avant son départ en Amazonie, l'ancêtre d'Antoine avait été emprisonné à la maison d'arrêt de Toulouse pour y être jugé en 1886. En fait, il n'est pas condamné par le tribunal. Mais le père Brochard porte un acte qu'il a commis avec une gigantesque culpabilité. Il se sent coupable. La question est de savoir, c'est... Coupable de quoi? De vol. Il semblerait qu'il ait fait une tentative de suicide. Je pense qu'il a été tenté par un profond désespoir. Je ne pense pas qu'il ait fait une tentative de suicide. Mais pour Antoine, s'il n'a pas été condamné, c'est que Pierre-Marie n'était pas coupable et qu'il a été abusé. Cet abus résonne dans la vie d'Antoine jusqu'à venir le hanter. Nicolas Abraham s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces malades avaient des symptômes où toute sa formation de psychiatre et de psychanalyste ne l'aidait en rien. Et il disait, c'est comme s'il y avait un ventriloque qui s'exprimait ou comme un fantôme qui sortait d'une crypte et qui s'exprimait par des actes manqués, des choses bizarres. Et il a donc dit que tout se passe comme s'il y avait, en certains d'entre nous, comme un deuil non fait, avec attendez, comment on appelle ça? Un monument mortuaire, avec une crypte à l'intérieur de soi, et qu'à la 3e génération, le fantôme de cette crypte sortait et s'exprimait par des maladies, des maux divers. C'est le fantôme du père, trop tôt disparu, qui hante Nathalie. Elle avait 2 ans et demi quand son père est mort dans un accident de la route.
elle en a développé une phobie de l'automobile. Je me souviens de quelques mémorables virées entre copains où notamment les garçons aimaient bien pousser un petit peu les voitures, etc. Ou quand le compteur affichait déjà 100 km/h, j'étais au bord du malaise en fait. J'étais vraiment pas bien, accrochée au siège. Et depuis, impossible de passer le permis. Tout était prétexte à reculer l'échéance, etc. Dans mon ressenti, c'était très simple. Hein. C'était si tu passes ton permis, tu auras forcément une voiture. Et tu mourras au volant. Ce qui m'a amené dans la démarche par rapport aux accidents de voiture, à la psychogénéalogie, c'est ce sentiment de me dire c'est bizarre ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas et quelque part, souvent j'en ai voulu à mon père. En me disant mais comment il a pu me faire ça? C'est pas possible, il s'est pas battu. Il a eu un accident où il était sur une 2 voies. A priori, il doublait un camion, jusque-là tout allait bien. Une voiture arrive de l'autre côté et lui était en train de doubler le camion. Et il s'est opéré un choc frontal en fait. Ma mère avait une vingtaine d'années, comme lui, 2 enfants en bas âge. Moi, j'avais 2 ans et demi, ma sœur avait 3 ans et demi. C'est pas possible qu'il n'ait pas essayé d'échapper à cet accident-là. C'était en fin de journée. Il a forcément vu les phares de l'autre voiture. C'est pas concevable. Je veux dire, il aurait essayé d'échapper, il aurait tourné le volant, il aurait freiné, il aurait fait n'importe quoi. Mais c'était pas possible qu'il aille se mettre en choc frontal. En travaillant sur sa généalogie, Nathalie découvre que le père de son père est mort renversé par une voiture. Et sans doute aussi l'arrière-grand-père avant lui. Et après coup, je me suis dit, c'est peut-être ça en fait. C'est parce qu'il était lui aussi en fidélité avec ses aïeuls, et que tout simplement, le moment venu, il ne pouvait pas faire autrement que de répondre à cette fidélité-là. Et là, ça prenait du sens aussi, c'est difficile à dire. Mais autant je pleurais avant sur l'accident en me disant « mais c'est pas possible, comment a-t-il pu accepter de nous abandonner comme ça ?» Et maintenant, je me suis dit que finalement, il a peut-être pas eu le choix, c'était comme ça. Sa psychogénéalogiste propose à Nathalie de réaliser un acte symbolique pour faire définitivement le deuil de son père. Et je me souviens, parce que je suis descendue après en catastrophe, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « écoute, il se passe plein de choses, j'ai compris, les accidents, il faut faire un deuil symbolique ». Donc je lui ai expliqué et on est arrivé sur notre lieu de vacances où elle était déjà. Et là, un jour, à la fin, j'ai pris en fait une boîte à chaussures pour symboliser le cercueil. Parce que j'ai pas souvenir. Maman dit que j'étais à l'enterrement, mais j'ai pas de souvenir non plus. Et donc, en fait, à l'intérieur, on a mis une photo de mon père. On n'en a pas beaucoup, donc j'en avais une, moi. Et je l'ai mise à l'intérieur. On a mis quelques informations personnelles. Et on a enterré ça, toutes les deux, en fait. On a fait une petite prière personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas, pour moi, quelque chose de magique. Le fait de se dire, voilà, on prend une boîte, c'est comme un cercueil. Non, c'était vraiment de me dire ce que j'ai pas eu en conscience de faire à l'époque, puisque 2 ans et demi, je me souviens pas. Hein. Et je me suis dit, là, j'ai vraiment le sentiment de partager ce moment privilégié, comme si j'étais revenue à l'époque du décès. Je suis dans le cimetière, j'imagine, les gens sont là autour de moi, je sens leur présence. Avec maman, le moment est fort. On essaye en fait de relativiser et de garder le sourire, mais c'est vrai que de le faire ensemble, parce qu'en fait il avait été envisagé à un moment que ce soit elle qui le fasse uniquement, et j'ai dit non, moi je veux le faire aussi, c'est important pour moi. Et c'était vraiment un moment chargé d'émotions, mais d'émotions dans le sens de se dire maintenant il repose en paix, et nous aussi quelque part. Que nous le voulions ou non, nous sommes liés à notre famille. Et en général, où on fait la même chose que ses parents, ou on fait l'inverse. Si on fait l'inverse de ce qu'ont fait ses parents, si les parents ont déjà fait l'inverse de ce qu'ont fait leurs grands-parents, donc on fait la même chose que ce que font les grands-parents. Et donc on est loyal. Mais si on fait la chose à l'identique, ou si on fait les choses contre ce qui a été fait, c'est pas être libre. Être libre, c'est de faire ce qu'on a envie de faire soi,
et non pas d'être fidèle bêtement en reproduisant ou en révolte comme un ado, bêtement en faisant le contraire. Donc se choisir soi et son propre chemin est difficile. Sur son chemin, Antoine a maintenant la conviction qu'il doit comprendre le parcours de cet ancêtre dont il se sent si proche. 2 mois plus tard, il a bien avancé dans ses recherches. Regardons sur votre génosociogramme. Je vois que vous l'avez rapporté. Oui. C'est celui que vous aviez dessiné ici? Oui. D'accord. Là, j'ai fait quelques corrections de dates. Je demandé de vérifier les dates, voilà. parce que vous étiez un peu... Je n'ai pas rajouté. Alors, Pierre-Marie, donc, là-haut. Voilà, je m'étais trompé dans sa date de naissance. Une fois qu'il est parti en Amazonie, il est tombé avec des religieux, avec des frères religieux qui étaient francophobes, en fait. Il est tombé dans un milieu qui était hostile, complètement hostile. Il s'est retrouvé un petit peu... presque la maltraitance morale. Enfin, c'était très dur pour lui. Ça se sentait dans ses courriers. Il n'y avait qu'une seule personne qui était vraiment au courant de son histoire. Et c'est une personne qui, au début, Pierre-Marie lui a fait confiance, donc il lui a confié son passé. Et cette personne l'a trahi par derrière parce que l'a fait en sorte de... Ça, c'est quelque chose que vous devez écrire. Il est de plus en plus évident qu'Antoine s'identifie à Pierre-Marie, pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. Et il meurt quelques années, enfin un an et demi après, je crois. Il meurt, donc il est sourd, il a perdu complètement l'ouïe. Et il est dysenterie, gros problème intestinaux, voilà, il est malade, il est vraiment pas en forme du tout. Et donc il meurt tout seul. Alors il meurt, alors écrivez ça, il meurt sourd, seul. Et puis vous allez mettre entre parenthèses l'erreur que vous avez faite plusieurs fois. Vous croyez que c'était 30 ans. Il meurt à 40 ans et non pas à 30. C'est vrai que pour moi, c'était ça, c'était 30 ans. Et c'est plusieurs fois que vous le dites et que vous y revenez et que ces histoires de date, alors que sa vie est quand même vous habite depuis un certain temps, hein, c'est quelqu'un qui, pour vous, est un personnage depuis, si j'ai bien compris, plusieurs mois. Un an et demi. Voilà, qui est une figure que vous avez bien repérée. Hein, et du coup, cette confusion, moi, elle attire mon attention. Voilà. Et comme vous avez, vous, un âge qui correspond à cet âge de 30 ans, bientôt, hein, vous êtes dans cette dynamique-là d'arriver à 30 ans, c'est une indication qui attire mon attention. Je sais pas. Non, mais c'est vrai, non, je sais pas, j'ai chaud là, je peux pas ouvrir un petit peu, non? Parce que je transpire, enfin, c'est pas... On peut faire une pause. La thérapeute propose à Antoine un autre exercice, un psychodrame. Il s'agit de mettre en scène et de jouer une situation appartenant à l'histoire de son ancêtre. Qu'est-ce que vous voyez à jouer dans cette période-là? Pierre-Marie, donc en prison. Donc déjà en prison. Ouais. Alors, on va pousser les sièges. Dans sa prison, Pierre-Marie recevait chaque jour la visite du père Cormier, son seul soutien. Pour jouer les différents rôles, la psychogénéalogiste a fait appel à des collègues thérapeutes ou en formation. Donc, ça c'est... Voilà, et Madame Roux, pendant ce temps-là, va jouer le rôle de Pierre-Marie qui est en prison. Il est assis, il est debout. Il est debout, d'accord. Non, il est assis près de la grille. Il est assis près de la grille. Bon, alors c'est encore vous, comme tous les jours, quoi, vous venez. Hein. Bon, vous savez que vous avez un quart d'heure. Allez-y. Merci. Bonjour, frère. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui?
Ouais, c'est tellement injuste. J'ai plus de force. Que pourrais-je faire pour lui? Les gens sont parfois... Votre présence me fait beaucoup de bien. Merci. C'est de la jalousie qui vous a conduit là. C'est des gens malhonnêtes qui ne sont pas dignes d'être dans la religion, qui n'ont pas leur place là, qui vous ont mis ici. Le psychodrame, au fond, va être la mise en scène, avec toute l'émotion qui va avec, de l'événement, qui est fait par la personne elle-même, ce qu'on appelle le protagoniste, qui va jouer, en fait, tour à tour, chacun des rôles. En fait, un changement de rôle. Bonjour, comment allez-vous? Non, on s'approche pas aussi près, là. Et on parle un peu plus fort, je dois tout entendre. Mes frères qui me manquent, ma famille. Cette injustice. Vous êtes quelqu'un de droit. C'est facile à dire, mais tellement dur à faire. Oui. Il faut pas perdre espoir. Ouais. Gardez confiance en vous. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Dans le psychodrame, il y a quelqu'un qu'on appelle un ego secondaire ou un double. Et le double est donc le double de la personne qui travaille et se met à l'imiter et s'identifier à lui dans les moindres détails. Quand on fait ça, on est envahi de sentiments et de sensations qui ne sont pas les vôtres. Et donc, on peut parler pour l'autre. Je l'attends. Je l'attends toute la journée et quand il est là, j'ai déjà peur qu'il parte. J'en profite à peine. Je perds ma foi, je perds ma croyance, C'est pas la foi que vous êtes en train de perdre. C'est l'espoir que vous avez peut-être mis dans d'autres personnes qui vous ont trahi. Pourquoi les gens sont comme ça? Qu'est-ce qui... L'être humain est compliqué. Allez, là, vous terminez, hein. Gardez cette force en vous pour continuer à vous battre. Merci. On va arrêter là. Les participants doivent se débarrasser symboliquement de leur rôle. J'ai vraiment l'impression de me retrouver d'avoir eu les mêmes difficultés dans ma vie actuelle, des dépassements, des injustices. Donc c'était quelque chose un sentiment que j'ai déjà éprouvé plus jeune et beaucoup de fois. Là, aujourd'hui, nous allons arrêter ce travail ensemble que vous avez entrepris. Ça me paraît important que vous soyez conscient que vous avez ouvert des choses là. Et que maintenant, elles sont à travailler. Ouais. Hein, vous ne pouvez pas vous contenter de les avoir ouvertes et puis de laisser faire. Ouais. Nous sommes 120 ans plus tard. Le monde a changé, l'histoire a changé, et le travail personnel que vous allez faire maintenant, à partir de ce que vous avez touché aujourd'hui, ce que vous avez identifié, va vous permettre à vous de mener votre propre vie. Est-ce le souvenir de Pierre-Marie qui venait hanter son descendant? Ou Antoine qui s'est identifié à son ancêtre? La thérapeute ne tranche pas. L'essentiel est ailleurs. Pierre-Marie reste un fantôme, mais moins présent qu'avant. Et je pense qu'on a fait le travail de le remettre à sa place en tant qu'être humain qui avait une vie difficile et qui reste présent mais sans être omniprésent. Le parcours d'Antoine est celui d'un jeune homme de son époque. Une famille décomposée, recomposée, des liens perdus, distendus. Il entretient une relation exclusive avec sa mère.
À la recherche d'un nouvel équilibre, il sait maintenant qu'il doit renouer avec toutes ses racines. L'interrogation sur les racines est plus présente maintenant pour faire face à toute la mobilité, à toute l'instabilité parfois, à tous les changements qui sont liés à l'époque actuelle. On est dans une période où on communique beaucoup et pourtant on retrouve du silence dans les familles. On ne va pas dire le suicide, on ne va pas dire l'accident de voiture, on ne va pas dire la honte. Il faut oser parler des événements simplement, clairement, et nommer les émotions qui sont liées à l'événement, y compris à des enfants tout petits. Monique a souffert de l'absence d'un aïeul qu'on a voulu effacer de la mémoire familiale. Quand elle était petite fille, son père lui a imposé un changement de nom. Et toute sa vie en a été bouleversée. Moi, quand j'ai eu 4 ans et demi, on m'a dit bah, écoute, tu ne t'appelles plus Monique Veil, tu t'appelles Monique Vallier. T'oublies que tu t'es appelée Monique Veil. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit. Évidemment, j'étais petite, puis à l'époque, on ne disait pas grand-chose aux enfants. Mais 4 ans et demi, bah, je mesure que, quand même, on ne vous explique pas. On vous dit voilà, tu t'appelles plus comme ça, tu t'appelles comme ça, puis tu dis rien. J'avais 2 messages. Il y avait ce message-là, tu t'appelles plus Monique Veil. Et bon, quelque part, j'ai su après, où j'ai entendu que Veil, c'était par rapport au problème juif. Donc il y avait ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait le mari de ma grand-mère est mort en déportation. Bon, déportation, juif, j'entendais des choses et tout ça ont fait que bah, j'ai grandi dans la crainte qu'on sache que je sois juive. On ne sachant d'ailleurs pas si j'étais juive ou pas juive, parce que mon père nous disait qu'on n'était pas juif. Mon père nous disait qu'on n'était rien. Et rien, rien, c'est terrible, parce qu'en fait, j'étais rien. Quand par malheur, on parlait de religion, ce qui était un sujet, petite, pas petite, adolescente, grande, j'avais toujours peur qu'on aille sur le sujet de la religion. Pour moi, c'était une hantise. Je vivais avec ça, hein, quand même, sans arrêt. Il ne fallait pas qu'on parle de religion. Et si on abordait ce sujet et qu'on me demandait quelle religion j'étais, qu'est-ce que j'étais, je disais je suis rien. Ma grand-mère est morte lorsque j'avais... morte il y a 15-20 ans, donc je l'ai connue énormément. Je l'ai énormément vue. Elle m'a pas élevée, mais enfin j'étais sans arrêt avec elle. Elle ne m'a jamais parlé de son mari. Mon père ne m'a jamais parlé de son père. Personne ne me parlait de cet homme. Pour moi, c'était le mari de ma grand-mère. Il s'appelait Paul. Et tout ce que je savais, c'est qu'il était mort, déporté. Voilà. Et quand j'ai commencé donc à faire la psychogénéalogie, j'ai commencé à vouloir interroger... ma grand-mère était morte à ce moment-là, mais j'ai voulu interroger mon père et sa sœur. Et là, j'ai senti que c'était vraiment excessivement douloureux, qu'ils avaient beaucoup de mal à en parler. Mon père me disant « Qu'est-ce que tu veux savoir? Pose-moi des questions. » Et moi, ce n'était pas des questions que je voulais poser. Je voulais qu'il m'explique qui était mon grand-père, comment il était, quel père il avait été, etc. Mais mon père voulait des questions précises. Quant à ma tante, elle, quand j'ai aussi essayé de lui poser des questions, elle m'a dit « Ma chérie, j'ai tout oublié. J'ai voulu tout oublier, donc il ne faut pas que je me souvienne. Donc je suis désolée, je ne peux pas dire parce que... Comme j'ai voulu tout oublier, les souvenirs avec mon père aussi sont partis. C'est vrai que ça m'a refait penser au livre d'Anne Ancelin, Aïe mes aïeux, qui explique ça, en fait, qu'il faut plusieurs générations que mon père ne peut pas parler. C'est impossible pour lui, c'est indicible. Voilà. Bon. Là, je l'ai vraiment compris. En 2005,
Monique décide de faire inscrire le nom de son grand-père sur le mur du mémorial de la Shoah. Les archives lui apprennent que Paul Weil était parti avec les premiers déportés pour Auschwitz. Voilà, la gare de Compiègne et le départ du premier convoi. Donc le mur est inauguré. Je me trouve face à ces murs avec des dates, puis avec encore des listes de noms. Je vais à 1942 et là je cherche fébrilement le nom de mon grand-père. Et là je vois Paul Weil. Je le vois inscrit là et ça a été un moment exceptionnel. Enfin, il était inscrit quelque part, enfin, on lui rendait hommage. Je me reliais à lui, je me reliais à... Là, je me suis sentie Weil aussi, voilà. Je me sentais reliée à cette branche. Lorsque j'ai dit aussi à mon père que j'avais inscrit son père, il m'a dit c'est bien, mais c'est tout aussi. Ironie de l'histoire, la fille de Monique tombe amoureuse d'un jeune Allemand catholique. Il souhaite que leur union soit bénie par un prêtre et un rabbin. Mais on ne trouve pas de rabbin. Finalement, c'est le père de Monique qui décide de donner sa bénédiction. Lui qui avait voulu nier le judaïsme de sa famille, retrouve son châle de prière et marie sa petite fille. Et à la mort de mon père a souhaité se faire incinérer. Et alors à nouveau se posait le problème. Je pense qu'il s'est fait incinérer pour faire comme son père. Mais pour moi, se posait à nouveau le problème de partir en cendres, partir en fumée. Je n'ai pas assisté à l'incinération de mon père, c'était pas possible pour moi. Donc se posait le problème de, y a rien, il n'y a pas de tombe, il n'y a rien. C'était à nouveau le même problème que mon grand-père. Et pour moi, c'était insupportable. C'était à nouveau insupportable. Il fallait qu'il y ait un lieu de mémoire pour mon père. Et en fait, c'était quelque chose aussi que je savais, mais que je n'avais pas vraiment vu, que je n'avais pas vraiment réalisé. Sur le caveau familial à Montparnasse, il y avait l'inscription de mon grand-père, Paul Weil, mort en déportation. Donc je me suis dit, il faut que mon père soit inscrit sous son père à lui. Et le problème a été résolu. On a mis Claude Weil, dit Vallier. Et c'est excessivement important pour moi parce que mon père, il y a un lieu de recueillement, il y a un lieu de mémoire pour mon père, et mon père est en dessous de son père. Le père et le fils sont reliés à nouveau, et c'est très très important. On ne peut pas réparer la mort passée, mais on peut en tout cas essayer de réparer l'injustice et d'enterrer les morts et de clore les tâches inachevées du passé. Et ça me paraît être une obligation pour ne pas léguer à nos enfants et nos descendants une planète en train de se pourrir et de se détruire, et des problèmes qui sont absolument incapables de résoudre. La psychogénéalogie m'a permis de lâcher, de donner de la fluidité à ma vie, à mon expression, à ce que j'ai envie d'être. Et aujourd'hui, c'est évident qu'aujourd'hui, je ne suis pas la même qu'avant. C'est complètement... C'est évident. C'est une autre Monique aujourd'hui qui
c'est plus du tout la même. Et la Monique, et je lui dis au revoir à la Monique d'avant. Voilà, c'est bon. Et je suis ravie de la Monique d'aujourd'hui. Antoine a appris que chacun est relié à son arbre, même à travers plusieurs générations. Mais il va devoir poursuivre son travail de réparation pour lui et toute sa famille. Comme lui, Nathalie, Marie-Pierre et Monique ont expérimenté la psychogénéalogie et savent qu'elle peut permettre à chacun de choisir son destin. Déposer les valises qui ne nous appartiennent pas. Arrêter le cycle infernal des répétitions. Retrouver de la légèreté et peut-être un peu plus de liberté pour nous-mêmes et pour nos descendants.